D'accord, donc ce serait intéressant quand même de raconter un petit peu pour donner envie aux gens de ce qu'on a fait comme itinéraire. Tu nous entends bien comme ça? Tu racontes ça mieux que moi. Donc oui, j'ai construit l'itinéraire en fait en récupérant le guide de mes parents, le guide du routard de la Bourgogne du Sud. Et donc à partir de ça, je savais qu'il fallait que je fasse des étapes adaptées à notre condition sportive. Il ne fallait pas que ça dépasse trop 80 km/h, j'avais fixé ça comme limite. Et donc, Elle était comment notre condition sportive? Je suis très curieux. Je voulais pas que ça soit... J'avais l'expérience du Mont-Saint-Michel et je savais qu'au-delà de 80-90 km, on profite moins du voyage parce que le soir, on commence à peiner un peu, à sentir un peu dans les jambes. Et donc j'avais ce repère-là, quoi. Donc je savais que 75 km, c'était bien. Et donc on a fait juste 2 étapes à plus de 80 km. Qui ont été des étapes en plus, une avec Sébastien qui a pris le relais et qui a du coup nous a un peu perdu du côté de Mont-Solémine. Mais sinon c'était bien balisé et on a respecté le plan de parcours avec des étapes très très courtes comme le deuxième jour où on faisait juste 50 km, même un peu moins. Sinon c'était des étapes autour de ça. Donc en fait on a fait 423 km au total. 425 km. Voilà, donc, 60 km par jour environ. 60 km par jour environ. Avec un parcours vraiment très plat dans l'ensemble. Donc beaucoup les canaux, on suivait les canaux. Donc on a commencé par suivre le canal de la latérale à la Loire, entre Nevers et Bourbon-Lancy. Après le canal du centre aussi, à Decize. Le canal du Nivernais. Donc beaucoup les canaux. Et puis là, on était vraiment très très confortable. Beaucoup de verdure, donc on était au frais, parce qu'il faisait très chaud, donc on cherchait la fraîcheur. Beaucoup de plats, et puis en même temps on peut voir le paysage, donc c'était très très bien. Et puis certaines fois on faisait des échappées belles par les routes départementales. Ouais, pour gagner un peu de temps. Pour gagner un peu de temps, ouais. Parce que parfois le parcours nous faisait passer, enfin il y avait deux alternatives, soit tu suivais le canal mais tu te prenais la route départementale, soit tu quittais le canal, et tu te prenais les routes départementales très calmes, avec pas de trafic. Mais par contre, parfois ça a grimpé. Et le jour où on a été à Mont-Solémine retrouver Sébastien, là on a été un peu long en termes de parcours. On a mis 2 heures de plus que ce que je pensais. Ouais. Mais en même temps on s'est arrêté, il y avait un avion qui faisait de la voltige, donc on s'est arrêté pour regarder. Voilà, on était tranquille, on savait que Sébastien allait nous attendre, prendre 2-3 pintes et nous attendre. Donc, voilà, c'était ça qui était beau. Ouais. Ouais. Dans le voyage, on a vraiment pris du temps pour s'arrêter. Donc, quand on voyait quelque chose qui nous intéressait, on s'arrêtait. Et on prenait le temps. Et moi, ma grande réussite pour moi, pendant ce voyage, c'est que je n'ai pas regardé ma montre une seule fois. En fait, je ne l'ai même pas portée. Ce qui est pour moi exceptionnel, parce que je suis toujours très dans le timing, très dans l'agenda, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, j'étais sans repère dans le temps. Sachant que j'étais avec Guillaume, qui est un excellent guide, et je sais qu'avec lui, on arrive à temps pour faire des choses. Mais donc du coup, même pour manger, normalement, je dois manger à midi. Et là, effectivement, j'ai écouté plus mon corps. C'était un peu... c'était une bonne expérience. 14 heures, obligatoire, il faut manger. À 14 heures, ça commence vraiment à poser problème. Mais donc, en fait, je me suis laissé vivre par rapport à ça, par rapport au temps. Je suis sorti du temps, en fait. Et ça a été une superbe expérience. Il y a une autre expérience, c'est que moi, une autre résolution que j'avais, c'était de ne pas aller sur les réseaux sociaux, quasiment pas. Pas de façon très ferme, mais de ne pas trop tweeter. En fait, pas du tout, mais sans être trop sévère avec moi. Et c'est ce que je suis parvenu à faire les premiers 3 jours. Au début, et c'était naturel en fait. Je n'ai pas besoin de me forcer comme ça. Ouais. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu roules sur la voie publique et quand c'est ta passion, parce qu'en fait, on est quand même dans un domaine qui est notre passion, quoi. On regarde, on ne peut pas ne pas constater des choses qui ne vont pas. Voilà, c'est tellement naturel pour moi. Et le besoin de l'exprimer, de le noter, de l'expliquer aux gens via les réseaux sociaux, voilà, revenu au galop. Et donc, j'ai fini par tweeter quand même, pour faire quand même un reportage, pour laisser quand même une trace de ce voyage dans un paysage qui était magnifique. Mais quand même, là aussi, c'était quand même assez déconnecté pour moi, selon mes standards.
Et voilà, pour moi, ça a été super ça. Ouais. C'était super. Donc, les hébergements, on les avait réservés d'avance pour les 3 premiers jours. Donc moi je voulais refaire un mix comme au Mont-Saint-Michel, un mix de camping, de chambres d'hôtes et d'hôtels. Et la première nuit en camping, on a un peu souffert du dos, donc on s'est dit qu'on allait plutôt faire des vrais lits après. Et donc j'avais réservé les 3 premières nuits, donc camping la première nuit, ensuite 2 chambres d'hôtes. On a un très très bon souvenir des chambres d'hôtes tous les deux. On a à chaque fois été ravis. Ouais. Et les chambres d'hôtes, ça a été vraiment un grand plaisir. On a été la deuxième nuit, la troisième nuit, pardon. On était chez des paysans, vignerons, et ils nous ont accueillis à leur table. Donc on a mangé avec eux, on a discuté avec eux de leur vie, de leur métier, de leur passion. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ils nous ont avoué qu'ils allaient faire les vendanges le lendemain à 5h du matin. Ils nous ont prévenus. Ils se levaient à 5h du matin, donc du coup, il fallait être pas étonné qu'à 5h du matin, il y avait un peu de bruit. Ils avaient des copains qui venaient les aider à faire les vendanges. Donc ils nous ont prévenus, et puis on a parlé de ce département magnifique qu'est la Saône-et-Loire, de la voie verte, de tout ce projet, c'est la première voie verte de France, la plus ancienne, qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, et qui s'est améliorée sans arrêt. Et donc ils nous ont expliqué, parce que la dame faisait partie du comité qui s'occupe de la voie verte aussi, donc voilà, c'est aussi un truc touristiquement, c'est très important cette voie verte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'empruntent, et ça fait quand même une belle boucle de 145 km entre Mâcon et Châlons. Parc Cluny, qui est aussi un centre touristique important en France. Donc cette voie verte, elle était vraiment très agréable. Et donc on l'a emprunté sur 2 jours en fait, Mâcon, puis on est reparti vers Châlons avec Sébastien, qui nous a un peu perdu la veille entre Mont-Solémine et la chambre d'hôte. On s'est retrouvés, parce qu'il a pris Google Maps justement, et on s'est retrouvés dans la forêt, dans un chemin perdu, et on a même dû rebrousser chemin, donc on a perdu 1 heure. Donc les paysans vignerons nous ont attendu 1 heure. C'était un de ces raccourcis qui a rallongé le voyage en fait. Ah ouais, il nous a fait une blague là. Ouais. Mais voilà, lui aussi, Google Maps, il l'utilise parfois, et donc on s'est dit, bah non, Google Maps, en fait, non, mais ce qu'il faut dire quand même par rapport à Google Maps, parce que en fait, je trouvais ça, on peut se fâcher parce que tiens, pourquoi le Google Maps nous amène ici? Mais souvent Google Maps nous amène sur des routes départementales. Et on se retrouve avec des voitures qui vous frôlent à 80 km/h, voire plus. Et donc, en fait, c'est complètement irresponsable. C'est quand même quelque chose de totalement inacceptable. Et donc, on pourrait se dire, oui, Google Maps fait n'importe quoi. Mais en fait, c'est le contraire. C'est Google Maps qui fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire nous amener sur le chemin le plus court et autoriser à vélo. Eh bien, ce sont les routes départementales. Et parfois, quand on veut gagner du temps, quand on n'a pas le temps de faire toute la boucle parce qu'on est en train d'apprendre, on veut prendre les routes départementales. Et donc, il ne faut pas se fâcher contre Google Maps, mais il faut se fâcher contre le président du département, par exemple. Donc, j'ai envoyé des tweets en taguant monsieur François, j'ai oublié son nom, pour lui demander de rendre le réseau des routes départementales cyclables, parce qu'il y a la place. J'ai fait des vidéos dans mon thread que j'ai fait sur mon Twitter, et pour filmer, en fait, pour documenter la place qui est disponible. Parce que souvent, il y a, au milieu de la route, il y a un grand terre-plein, donc qui fait la largeur d'une belle piste cyclable à Paris. C'est l'espace totalement perdu, qui est simplement là pour séparer les... En fait, on avait tellement de place, tellement d'espace qu'on s'est dit, bon, on va mettre ça au milieu de la route pour séparer les voies des 2 flux de voitures pour qu'ils soient en sécurité et pour qu'ils puissent rouler plus vite. Parce que c'est ça ce qui se passe. Pour aller plus vite. Et à côté de la route à droite, donc on pouvait rouler, il y avait de l'espace aussi, mais c'était trop grumeux, comment ça s'appelle, trop désagrégé pour pouvoir y rouler. Mais il y avait de la place qui pourrait donc très parfaitement accueillir une piste cyclable. Et c'est ça qu'on a constaté sans cesse, quoi. Donc, Et alors moi je trouve ça vite insupportable ça, parce que ce matin c'était vraiment dur, donc du coup j'ai très vite quitté à Gevrey-Chambertin. On a repris des routes, une parallèle. Soit on pouvait prendre vraiment la côte avec les vignobles, mais c'était du coup un peu avec du dénivelé. Et j'ai préféré plutôt prendre la parallèle à droite et prendre plutôt les routes très calmes avec pas de trafic.
à 1 km à droite et du coup prendre des routes un peu plus longues, donc faire un chemin qui était une demi-heure plus long mais sans trafic, parce que moi je trouve ça insupportable. Enfin, rouler à côté de voitures qui roulent à 90, voire plus rapidement parfois, c'est vraiment, ça te tue le plaisir du voyage, quoi. Ouais, il faut quand même dire aux gens qui nous écoutent que en fait, il ne faut pas qu'ils aient peur que on est obligé de rouler sur une route départementale. Mais c'est juste parce que nous, on s'est laissé un peu aller, quoi. Ouais. Nous, on était très cool. Bon, si on traîne un peu, c'est pas grave parce on improvisera un raccourci. Grâce à notre flair. Exactement. Et puis on trouvera ça sur la route départementale. Ouais. Il est parfaitement possible de suivre que les voies vertes, mais à condition d'être discipliné. Voilà, il faut tenir son timing pour tenir ses étapes, et donc aussi pour, par exemple, réserver son hébergement avant, pour savoir déjà le matin. Une grande partie du plaisir pour moi était aussi dans la préparation. J'ai la chance d'être parti avec Guillaume qui avait vraiment bien organisé le voyage, et ça enlève plein de stress. Parce que tu pars, tu sais que tu vas arriver dans un lit bien, et surtout effectivement les chambres d'hôtes. Pour moi, les grands moments, ce sont des chambres d'hôtes, ce sont les rencontres chez les gens. Je me souviens le premier, là, le vigneron dont tu parlais tout à l'heure. En fait, on était un peu gênés parce qu'on avait pris du retard, parce qu'on avait pris un mauvais chemin. Et donc, on leur avait dit qu'on serait là, genre d'abord 19h30. Finalement, on les avait appelés pour dire non, ça va être 20h. Et puis, j'ai senti une déception dans la voix de cette dame, parce qu'on allait chez elle quand même. Et enfin, on savait que finalement, que même ça, 20h n'allait pas être tenable, donc ça allait être 20h30. Et on se sentait tous les deux mal par rapport à ça. Très mal. Et donc, on s'est dit, bon, comment on va rentrer, parce que s'ils ne sont pas de bonne humeur, on va passer une bonne soirée, etc. Et quand on est arrivé, voilà, j'oublierai jamais ça. On entrait donc dans cette magnifique propriété, qui était donc une entreprise viticole, où ils ont des animaux, etc. Et j'ai vu le monsieur qui était là, donc qui nous attendait, comme un père attend ses enfants, ses fils perdus qui étaient revenus. Et il était là, avec un calme, et il nous regardait dans les yeux. Alors, est-ce que ça a été le voyage? Mais vraiment, en fait, on sentait aucun stress, rien du tout. Il était juste content de nous voir. Et le plaisir que je voyais dans ses yeux, c'est indescriptible. Pour moi, c'était un des plus bons moments du voyage pour moi. Et il dit bienvenue, venez, voilà, on monte à l'étage, et puis on rentre dans une maison, bien sûr, chez des gens qui ont l'habitude de recevoir. Donc tu vois des grandes tables avec je ne sais pas combien de chaises autour, une magnifique table dont il a raconté l'histoire, de quel type de bois, comment ça avait été fait, par qui, etc. Et puis une autre table dehors sur la terrasse. Et puis on s'est donc assis avec sa famille, parce que ça s'appelle accueil paysan. C'est ça. Voilà, c'est l'accueil paysan. C'était toute la famille rassemblée. Alors ils n'étaient pas très nombreux. Il y avait 4 adultes, plus une jeune enfant qu'ils ont couché très vite. Elle a 2 ans, 22 mois. Ils l'ont couchée très vite. D'ailleurs, elle a mis un peu de temps à s'endormir. Ça les a fait rire. Et ensuite, on a passé toute la soirée à table à discuter de 1000 choses. Et c'était très calme, beaucoup de plaisir à discuter. En plus, on sentait qu'on était un peu sur le même ton. On était tous très, très, très heureux de se retrouver, comme si on se connaissait presque. Et très, très, vraiment très sympathique, des gens humains très sympathiques, heureux de nous rencontrer, heureux de nous recevoir. Voilà. Il faut, parce que j'aimerais bien expliquer aux gens qui peuvent se dire ouais, mais c'est quand même pas top parce qu'on est chez des gens, donc on n'a pas son intimité, donc on peut pas dire. Je peux comprendre que ça puisse faire peur. Mais en fait, c'était exactement comme tu disais, c'était comme si tu rentrais dans ta famille, quoi. C'était vraiment comme ça que je l'ai ressenti aussi. Et c'est tout naturel. Par contre, je peux imaginer qu'au bout d'un certain temps, voilà, on a envie de se retirer, mais dans ce cas-là, tu te lèves, tu t'en vas. C'est ça la beauté de cette expérience, quoi. On est tous très ouverts, très disponibles pour échanger, et puis chacun raconte son histoire. Et c'est vrai que nous, on est curieux, on a posé beaucoup de questions, donc il y a toute une discussion qui a commencé souvent sur leur vie, parce que nous, on ne vit pas avec la Terre. Nous, on parle beaucoup de l'écologie, de ce qui se passe avec notre climat, mais nous, on lit ça dans des journaux, on voit ça sur Internet, on ne voit pas ça sur la Terre. Eux, ce sont des gens qui vivent de la Terre. La Terre leur apporte leur gagne-pain. Et donc, on pouvait leur dire leur expérience de première main, qu'est-ce que ça donne. Et en fait, ce qu'ils racontent, c'est que chaque année, depuis 2016-2017, il y a une sécheresse maintenant.
Maintenant, avant c'était de temps en temps, maintenant c'est chaque année. Donc en fait, ils sentaient le stress hydrique qui est en train de monter. Et ben, ce genre de témoignage, pour moi, c'est très très fort parce que ça, c'est pas un livre, ça c'est du direct, quoi. Et puis même le repas, en fait ils ont dit bon, c'était un peu à l'improviste à la fin, Ouais, donc ils ont dit ça c'était fou parce qu'ils nous ça ont va dit pas être de la grande, voilà, ça va pas être de la grande cuisine, vous allez voir. Ils nous ont accueillis avec un pâté, magnifique pâté, très très bon. Ils nous ont expliqué aussi qu'ils produisaient beaucoup de choses qu'ils mangeaient. Oui. Qu'ils produisaient 70% de ce qu'ils mangeaient. Ouais. Voilà, c'était produit chez eux. Ouais. Et donc ça c'était quand même intéressant. Voilà, il y a eu ça, il y a eu plein de choses. Hein. Ils nous ont expliqué plein de choses, ils nous ont raconté plein de choses. Et aussi, on leur a posé beaucoup de questions. C'était l'autonomie. Pour moi, dans le voyage, c'est un des éléments forts de notre voyage aussi. Quand tu es sur le vélo, le plaisir, c'est d'être totalement autonome, de ne pas tricher. Et ces gens-là, ils ont ce style de vie où ils s'occupent d'eux-mêmes, comme mes parents aussi, qui ont toujours eu leur potager. Et donc, en fait, j'ai toujours mangé des légumes du jardin, c'est-à-dire sans pesticides toute ma vie. Je pense que j'ai une bonne santé grâce à ça, tout simplement. Et eux, c'était pareil, tout. Ils faisaient même leur propre pain. Ouais. Donc ils n'ont pas besoin d'aller loin et de sortir pour acheter des choses très souvent. Et c'est ça. Le lendemain matin, la dame a fait 2 sablés, elle a fait 2 gâteaux, 2 énormes énorme, sablés. Énorme, ouais. Et elle nous a fait goûter son sablé. Elle était la main à la pâte. C'était Ouais. vraiment la mama qui faisait un drame. Qui nous faisait goûter aussi. Hein, voilà. C'était un beau gâteau rectangulaire, et puis elle coupe un petit morceau Ouais, pour nous faire goûter. Pour nous faire goûter. Et bien sûr, on a goûté le vin. Et puis on était chez eux comme des pachas. C'était Oui. toute une aile de leur maison. Oui. Des grands appartements, des Ouais. grands lits. Moi j'avais insisté pour que tu aies un grand lit Ouais. de place. Et d'une manière générale, je me suis organisé pour que Stein ait toujours un beau couchage. Ouais. Et du coup, Sébastien et moi, on avait chacun 2 autres lits séparés, une très grande salle de bain. On était vraiment bien, quoi. C'était Ouais. vraiment la meilleure nuit, je trouve. À part qu'on a été peut-être un peu réveillé et que Sébastien a été réveillé à 5h du matin et que lui, il est plutôt du soir, donc il s'est endormi à 2h du matin. Ouais. Donc lui, le matin, il avait un peu de mal à C'est se un petit peu difficile, réveiller, lui. ouais. Mais alors, par contre, quel plaisir, quoi. Quelle chambre d'hôte. Une grande différence, je pense, c'est ça aussi, c'est que dans une chambre d'hôte, en fait, tu vas chez les gens. Donc les gens, ils t'accueillent chez soi. Et c'est différent que quand tu vas dans un hôtel. Là aussi, tu peux tomber sur du personnel très attentionné. On était dans un hôtel Ibis, par exemple. On était très bien reçus. On avait demandé un lit supplémentaire parce que voilà, je suis très grand. Et ils sont vraiment bien occupés de nous. Et donc ça, c'était très bien. Mais être chez l'habitant, c'est un truc en plus. D'accord. En fait, c'est un don de soi. On n'est pas là pour gagner de l'argent. En fait, tu ne fais pas ça pour gagner de l'argent parce que ça coûte. En fait, ça rapporte peu finalement par personne. Tu fais ça parce que tu aimes les gens, parce que tu aimes les échanges, parce que tu veux créer des liens, tu veux passer des messages. C'est ça. C'est ça. On a parlé par exemple, un truc que j'ai retenu de cette conversation, c'est qu'il y avait eu un projet de Center Parcs à l'époque. Oui. Et ça a été stoppé par un élu qui était contre ça. Voilà, ce genre d'histoire, c'est des témoignages qui m'enrichissent parce qui me donnent de l'espoir, qui me montrent qu'il y a des gens qui veulent parfois résister pour dire non. Il faut pas qu'on crée des grandes activités économiques complètement à la périphérie qui vont tuer le commerce, Ouais, qui vont tuer qui n'ont pas de sens. leur travail aussi. Et c'est ça qui était... voilà, c'est ces témoignages très forts, quoi. C'était ça qui... tout à fait. La première voie verte que mentionnait Guillaume tout à l'heure, c'est que par exemple, j'ai demandé, parce que cette voie verte est donc là-bas, c'est quoi l'histoire de cette voie verte? Comment se fait-il que... et il m'a expliqué qu'en fait, il y avait un chemin de fer, comment ça s'appelle, une voie ferrée, Une voie ferrée, ouais. qui avait été démantelée. Et il y a eu un élu à l'époque qui avait fait un voyage au Québec et qui avait vu que là-bas, ils avaient donc démantelé, qui vont remplacer une ligne de chemin de fer désaffecté par une piste cyclable ou par une promenade mixte, donc par une voie verte. Et il est revenu avec cette idée et en fait, il a dit il faut qu'on fasse ça ici avant que les propriétaires n'achètent les petits morceaux et que ça devienne impossible. Et donc, il a réussi à le faire. Il a créé la participation du département pour le faire et il a réussi à le faire. Ils n'ont pas lâché et voilà. Ça a donné la première voie verte de France. Voilà. Et donc c'est une expérience qui est de l'étranger parce que c'est ça qui est intéressant de comprendre. Ce réseau existe aujourd'hui, mais
pourquoi il existe, et grâce à qui et pourquoi. Et ben, c'est ça, c'est des gens qui ont tout. Aujourd'hui, pourquoi certaines villes en France sont cyclables, comme Bordeaux, comme Paris, c'est parce que leurs chefs sont allés à l'étranger. Ils ont levé le regard, ils sont allés voir autres villes, d'autres façons de faire, et ils ont pu constater que ça fonctionne, et du coup, ils sont rassurés pour revenir. Ben, on peut répéter la même chose. Chez nous voilà. aussi, hein, bien sûr. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et donc ensuite la suite du voyage c'était Mâcon-Châlons, et là on faisait la voie bleue, ça s'appelle la voie bleue, c'est plus la voie verte. C'est toujours c'est parce que là c'est plutôt le chemin de halage le long de la Saône, et là c'est aménagé encore d'une façon un peu différente. C'était pas toujours du bitume comme sur la voie verte entre Buxy et Mâcon, mais c'était encore un peu différent. Et là on a vu beaucoup de gens aussi qui appréciaient cette voie bleue, jusqu'à Tournu, où là on a vu Saint-Philibert de Tournu. Tournu, c'était waouh, très joli, superbe. Voilà, un très beau patrimoine, l'église romane bien conservée, très très beau. Et puis par contre l'arrivée à Châlons, alors là par contre on a un peu déchanté. Alors là j'ai fait une vidéo, je me suis vraiment régalé parce qu'il y avait vraiment un carrefour qui était tellement immense. Il y a un moment où on se dit, ben là on peut plus comprendre, accepter, etc. Pourquoi il n'y a rien pour le vélo. Et donc voilà, j'ai fait un peu une parodie d'un dirigeant qui regarde cet espace et qui explique pourquoi c'est impossible de créer de la place pour le vélo, alors que ça crève les yeux qu'il y a de l'espace absolument partout. En fait, il y a tellement de places qu'ils ne savent pas quoi en faire et ils n'en font pas des pistes cyclables. C'était tellement drôle. Et c'est vrai que c'était très dur. L'arrivée à Châlons, pas simplement parce qu'il n'y avait souvent pas de pistes cyclables ou des chemins cyclables sur le trottoir, mais parce que c'était des voies vertes, qui est quand même une voie royale, qui est quand même un réseau national prestigieux, qui attire des touristes du monde entier, qui en fait, dans cette ville, tout d'un coup, se trouve en fait, renvoyés sur le trottoir, mélangés avec les piétons, un peu comme des malpropres, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment choqué, ça m'a attristé, et j'espère que le maire verra la manne économique qu'il jette dans la poubelle, en fait, en accueillant les cyclotouristes comme ça, parce que en fait, on se sent pas bienvenu, on se sent pas accueilli. Il y a d'autres villes où les voies vertes, ils traversent la ville avec un grand confort. En fait, il y a une véritable continuité. Et là, en fait, il y avait des moments où on était donc évidemment amené sur le trottoir. Donc, il y avait même des panneaux qui disaient qu'il fallait se descendre du vélo à chaque intersection. Promenade cyclable, c'était marqué promenade cyclable, voilà. Et vous devez descendre de vélo à chaque intersection. C'était très très étonnant, quoi. Alors pourtant c'est un nœud, Châlons-sur-Saône est un nœud entre plusieurs canaux et de voies cyclables justement, voies vertes. Et donc ils ont fait des connexions qui sont mal fichues, pas très visibles, et sur les trottoirs, quoi. Et avec à côté d'énormes boulevards urbains très larges, 3 voies, 4 voies parfois. Énorme. Donc il y a de la place pour faire des choses formidables, mais ils ont choisi de privilégier, comme souvent malheureusement, les voitures. L'arrivée à Châlons-sur-Saône ce soir-là, c'était quand même assez bestial. On est arrivé par un truc Google Maps, on n'aurait pas dû passer par là. Et là, c'est pas la faute de Google Maps, attention, c'est vraiment voilà. la faute des dirigeants, quoi, qui ne considèrent pas le vélo, ni le vélotouriste le cyclotouriste comme un acteur ou comme quelqu'un qui contribue à la ville, qui contribue à l'économie, alors qu'un cyclotouriste dépense 80 € en moyenne par jour, alors qu'un automobiliste est déjà parti, quoi. C'est ça. Donc ça, c'était... Moi, je me souviens surtout des rencontres. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre à Châlons-sur-Saône ? Le centre-ville, qui était quand même tout à fait autre chose. Le centre-ville de Châlons-sur-Saône est très joli. On y a passé un moment beaucoup plus agréable que notre arrivée le soir. Ouais. À Mâcon aussi, c'était une ville très très jolie, très agréable, plutôt bien équipée. La chambre d'hôte, la dame était vraiment très heureuse de recevoir des cyclistes. Son mari m'a aidé à réparer ma roue de vélo arrière aussi. La chambre à air avait été percée, donc il m'a aidé à changer la chambre, et il a fait ça d'une façon très, très efficace. Tu as profité de la piscine pour te ressourcer aussi, pour me dégourdir, les muscles. T'aimes bien ça. Donc il y a eu vraiment des très très bons moments sur cette semaine de vélo. Dans cette deuxième chambre d'hôte,
j'ai senti aussi cette générosité, par exemple. Donc on était accueillis par cette dame qui était très enjouée, c'était très agréable, elle nous a montré un petit peu la pièce et tout. Et ensuite, elle nous a laissés dans notre chambre. Et puis toc toc, c'était le monsieur qui arrivait et qui disait, donc qui avait donc entendu de sa femme, voilà, il y a un mec qui a un problème avec son vélo, va les voir pour t'occuper de lui. Et donc c'est ce qu'il a fait, il a toqué à la porte, il a dit bonjour, alors je lui ai appris qu'il y a quelqu'un avec un problème, est-ce que je peux vous aider? C'est tellement formidable, c'est tellement agréable, quoi. Bon, et ensuite, c'est ce qui vous avez pris rendez-vous. Et il nous a proposé aussi de nous emmener au restaurant le soir. Ah oui, en plus. De nous emmener en voiture à Mâcon oui. au restaurant. Enfin, ils n'avaient pas besoin de faire tout ça et ils l'ont fait. Ouais. Et ils ont été vraiment, vraiment adorables. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui nous écoutent qui pourraient se dire « Ah, mais j'ai pas envie de cette intrusion dans ma vie privée ». Et en fait, il faut apprendre à gérer ça, parce que moi, j'étais plutôt comme ça. Je dis, oh là, moi j'aime bien mon intimité, etc. Mais en fait, tu peux dire non. Mais s'il ne propose pas, il ne sait pas si ça peut nous intéresser. Par exemple, la réparation, ça nous intéressait énormément. Plus précisément, ça nous a sauvé le voyage. Parce que pour trouver un vélociste, quand tu n'as pas de voiture, etc., c'est très compliqué. Par contre, pour nous ramener au restaurant et poireauter pour venir nous chercher, non, ça nous aurait enlevé le plaisir justement de se déplacer à vélo. Et donc et là, on a dit non, merci beaucoup. Et on est dans une relation de générosité qu'on veut avoir dans notre société. C'est ça qu'on veut, que les gens s'aident. Et ok, il y a un échange financier, mais encore une fois, tu ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Vraiment, parce qu'avec la vaisselle, avec la literie, avec le nettoyage, tout le travail derrière, ça, c'est pas super rentable, je pense. Mais en termes d'échange humain, c'est profond. C'est très profond. Elle avait une collection de thé incroyable. Et donc le lendemain, son petit déjeuner, c'était un petit déjeuner mais magnifique avec des produits de qualité. Tu sens qu'elle apprécie énormément de recevoir. Et quand il y a eu l'échange au petit déjeuner, il y a eu un échange avec Stein qui s'est lancé. Et en fait, c'est elle qui a amorcé cet échange. Et on a passé 1h30 à discuter de plein de choses. Et elle était heureuse de discuter avec nous, quoi. Donc on a parlé de son métier à elle. Elle est professeure d'éducation physique et sportive. Elle nous a dit qu'elle était énergéticienne, qu'elle soignait les gens, à partir de l'acupuncture. Elle nous a parlé d'acupuncture, elle nous a parlé de plein de choses. Et elle nous a parlé aussi de ses élèves et de l'envie qu'elle a d'avoir des élèves en bonne santé et pas sédentaires et d'utiliser pourquoi pas le vélo pour aller au collège, au lycée. Voilà, ce qu'elle avait dit, moi ce qui m'a marqué dans cette conversation, c'est ça aussi la beauté de ce genre de voyage, parce qu'avec chaque personne avec qui tu discutes, tu prends des perles. On s'échange des perles, on s'échange le fruit d'une vie. Et le fruit de sa vie de professeur, pour moi, c'était en fait, elle racontait que les élèves au lycée, très souvent, n'étaient pas du tout conscients de leurs propres capacités. Donc la physique, parce que moi, elle donne des cours de physique, d'éducation physique, et alors que les enfants en sont parfaitement capables. Et donc, elle disait, pour libérer cette capacité des élèves à faire à se développer, elle disait, ah bon, tu penses que tu ne peux pas le faire? Et si je te donne un 20 sur 20? Ah bon, vous me donnez 20 sur 20? Oui. Et là, ils étaient capables. Et ça, c'est tellement, moi je trouve ça tellement beau, parce qu'en fait ça montre que les humains, ils ont juste besoin d'être encouragés. On a juste besoin que quelqu'un vous dise, vous êtes bien, tu es un bon gars, tu fais bien, tu en es capable, allez vas-y. Et c'est un peu la psychologie du vélo aussi. Quand tu mets un enfant sur un vélo, tu le pousses, dans un premier temps ça fait peut-être peur, parce qu'un vélo c'est un instrument d'équilibre, il faut savoir le faire. Mais une fois que tu pousses l'enfant, tu dis tiens, donc tu en es capable, vas-y, va là-bas, tu es capable de le faire. Il arrive à le faire, parce qu'un enfant n'a pas aussi peur qu'un adulte. Ils exercent, ils se lâchent et puis ils arrivent à le faire. Et c'est ça que je trouvais très beau, quoi. Ça donne envie d'apporter ça. Beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance. Elle transmettait de la confiance à ses élèves. Voilà. Et elle nous transmettait aussi de la confiance à nous. Oui, même à la fin aussi, c'était... moi, je perds toujours des choses. En fait, j'essaie de lutter contre ça. Et donc, à la fin, quand on s'était retrouvés devant la maison pour partir, donc elle était venue nous voir pour dire... donc, je lui demande, est-ce que... parce que j'ai toujours peur que j'ai perdu quelque chose. Et je lui ai demandé,
est-ce que vous avez encore regardé, vous avez fait un petit tour aussi dans l'appartement pour ça? Elle a dit oui, j'ai fait mon super moment, et j'ai bien vérifié, et je peux vous confirmer qu'il n'y a rien. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien. Là aussi, j'étais sûr que je ne vais rien oublier. Voilà, c'était juste ce qu'il vous fallait pour le voyage. Non, c'est un super moment, ça. Super moment. Ouais. On a raccompagné Sébastien à la gare de Mâcon, où il devait reprendre un train pour rentrer à Paris, parce que lui, il poursuivait son voyage en Bretagne, il devait faire un déménagement, il allait à Rennes. Donc il passait par Paris, il allait à Rennes pour aller chercher d'autres vélos qu'il a chez lui à Rennes pour les rapatrier à Paris. Donc il a 2 ou 3 vélos à Rennes, j'ai pas bien compris, et puis le reste d'affaires de son ancien appartement rennais et qui rapatrie à Clamart. Du coup, il nous a raconté tout ça, et qu'après il allait dans le Larzac. Ouais. Et il a un copain dans le Larzac qui fait pousser, qui élève des chèvres. Et qui est aussi un paysan, et donc il allait partir chez lui pour étudier un peu son mode de vie aussi, parce que Sébastien il a beaucoup de sympathie pour un mode de vie un peu alternatif, et donc il nous a raconté tout ça aussi. Donc lui il était vraiment aussi, Sébastien, c'était vraiment chouette de l'avoir avec nous aussi. On a le temps d'échanger, on a le temps de prendre du recul sur plein de choses. Ouais. Et il y avait autre chose qui était intéressant aussi, c'est que Sébastien, contrairement à nous, il avait un vélo électrique. Et pour moi, c'était la première fois donc, de partir ensemble. Et quand une personne a un vélo électrique et pas les autres, il a un grand avantage, parce que le relief n'existe plus. Et donc, j'ai senti que ça fausse un petit peu le jeu. On n'est plus pareil, on n'est plus égaux. On est un peu différent. On ne partage pas la même fatigue, par exemple. Le soir, quand on rentre, toi et moi, on s'écroule parce que voilà, alors que Sébastien, il avait son vélo électrique, ce qui est normal, c'est très bien. C'est pas une remarque idéologique que je fais, mais c'était une expérience intéressante pour moi de découvrir ça, ce que ça faisait, parce que moi, je trouve que c'est un excellent outil qui fait absolument, c'est super. Mais c'est vrai que ça crée un décalage. Ça crée un décalage. On n'est pas au même niveau de fatigue. Ouais. Et puis il avait une très belle machine. Ouais. Et c'est ça aussi, ça montre aussi que ce voyage se construit vraiment entre personnes. Parce que comme tu disais aussi, il s'est calé sur nous à un moment donné, il s'est calé sur notre rythme, il s'est mis un peu derrière nous, et il a écouté même de la radio au casque, mais il s'est mis vraiment, il s'est calé sur notre rythme, parce que sinon il caracolait devant, sans mettre devant quoi. Et même on s'est pris la flotte et il caracolait quand même devant parce qu'on s'est pris un tunnel, on a roulé dans un tunnel à un moment donné, la voie verte, il y a un tunnel, et c'était génial. Et même tu t'es mis à chanter à ce moment-là. C'était un beau moment parce qu'en fait, donc il commençait à pleuvoir et donc Sébastien il s'était donc enfui sur son vélo électrique. Voilà, du coup zouf à 25 km/h. Et donc il était arrivé dans ce long tunnel de 3 km. Oui, peut-être pas 3 km, mais au moins 2 km. Très long. Et donc, il y était déjà arrivé depuis bien longtemps. Et quand nous, on est rentré dans ce tunnel, il était là, il disait « Bienvenue dans mon tunnel !» Et ça faisait vraiment effectivement comme si on rentrait chez quelqu'un. C'était un moment très drôle. Ouais. Et puis, on a pu pédaler longuement dans ce tunnel. Ce qui est aussi, en fait, dans ce voyage-là, le plaisir, les attractions, c'est pas le musée que tu vas visiter, c'est pas le concert que tu vas voir, mais ce sont les petites attractions sur la route. C'est le relief et c'est ce tunnel par exemple. Ce tunnel, c'est ça qui nous change. C'est une expérience qui est unique. Parce que passer dans un tunnel, quand tu es dans un tunnel en voiture, c'est plutôt désagréable, il faut faire très attention. Mais quand tu es dans un tunnel à vélo, c'est une expérience superbe parce que tu as une résonance, tu peux chanter à tue-tête. Ça résonne, il y a un peu d'eau, tu ne sais pas quand tu arriveras à la fin, tu vas très vite parce qu'il n'y a pas la même aérodynamique, tu n'as pas les perturbations avec le vent et tout ça. C'était une superbe... Et on s'est mis à chanter, on s'est mis à entonner des choses et même Sébastien nous a filmé parce que ça devait le faire rire aussi. Ça a été vraiment un moment très sympa. Et c'était un moment où justement la voie verte commençait à avoir un peu de relief, il y avait un peu la pluie, donc on avait été un peu mouillé, on avait été un peu fatigué. Ouais. Et là, ce tunnel, c'était un moment un peu hors du temps aussi. On était un peu hors du temps, caché dans la terre, on pédalait dans la terre, quoi, en quelque sorte. Oui. Sur la pluie, il faudrait dire un mot aussi sur la pluie. Comment on gère la pluie, c'est quoi cette On la gère pas pareil. Hein. Alors, oui, justement, je crois que c'est intéressant de raconter ça. Comment toi tu la gères? Alors moi, déjà, j'avoue que j'ai un peu du mal aussi, effectivement, quand il se met à pleuvoir, parce que c'est quand même un moment délicat. C'est un moment délicat et je n'aime pas trop me couvrir de vêtements
comme toi, tu aimes te couvrir manifestement. Mais moi, j'aime pas trop parce que je sens que je me dis que ça va pas durer très longtemps, ça va durer 10 minutes et puis on va sécher. Mais en fait, parfois, ça dure. Et là, c'est là que ça commence à être le drame. Et là, je me dis, je m'arrête, je mets le surpantalon, je mets le poncho de couleur jaune, en l'occurrence. Et j'ai l'air vraiment d'une banane. Et je me dis, bon, bah voilà, hein, ça va durer comme ça 1 heure ou 2, et comme ça. Mais l'aérodynamisme n'est pas le même. Moi, j'aime bien être un peu léger. Ah, ouais. J'aime bien être un peu léger quand Ça je roule. ralentit, oui. Et quand tu fais un voyage, tu as envie d'être au maximum de la légèreté. Et là, ça te freine un peu. Mais en même temps, finalement, j'aime bien parce que c'est un peu rafraîchissant. Et comme je dis, c'est une douche rafraîchissante. Donc, quand il fait très chaud. Bon, il faut dire aussi qu'il faisait très très chaud. Ah oui. Il faisait 33 On degrés. pouvait prendre des risques de ce côté-là. Et là, on était content d'être un peu rafraîchi aussi, quoi. Ouais. Donc, on l'a vécu assez bien, hein, cette heure de pluie. Ça a duré 1 bonne heure, on l'a bien vécu, et après on est arrivé à Mâcon. Bah, avec le recul, parce voilà. que comme c'était juste 1 heure, mais si ça avait ça été la première heure voilà. d'une série de 4 heures, Bien on n'aurait sûr. pas bien vécu, quoi. Comme l'an dernier, où là on est arrivé trempé jusqu'aux là, os à un restaurant, et là on avait dû se changer intégralement, quoi. Mais là on l'a plutôt bien vécu de ce point de vue-là, et encore une fois c'était un peu de fraîcheur après 3 jours de sécheresse et de canicule, hein, parce que rouler dans la canicule c'est quand même éprouvant. Moi j'ai jamais bu autant de flotte que pendant ces 3 jours-là. J'avais pas assez d'eau d'ailleurs, je devais me réalimenter aux fontaines. Et toi tu avais tout ce qu'il fallait, toi tu étais plus prévoyant que moi. Oui, j'ai apporté, je crois, un peu plus de 2 litres d'eau. Donc j'avais une bouteille de 1,5 litre que je mettais dans mon sac, dans ma sacoche. Et puis j'avais une petite gourde que je mettais sur le cadre. Ouais. Voilà, donc tu pouvais. Mais par rapport à la pluie, moi j'ai une autre façon que Guillaume est beaucoup plus cool par rapport à ça. C'est vrai que j'aime vraiment pas rouler sous la pluie, j'aime vraiment pas ça. J'aime pas non plus la perspective de me retrouver mouillé et de ne pas avoir, de ne pas pouvoir me sécher à temps, quoi, d'arriver mouillé, de m'enrhumer et de gâcher le plaisir du voyage. Pour moi, c'est un peu ça la perspective. Et donc, moi, j'ai toujours mes vêtements de pluie prêts à sortir. Voilà, c'est dès que j'ai une sorte de bouton, la première goutte, pouf. Cette façon, en fait, d'évacuer les problèmes de ma vie, quoi. C'est un peu. Et comme c'est pas très compliqué, j'ai même apporté des claquettes ou des tongs pour que mes baskets ne se mouillent pas, parce qu'en fait je n'ai qu'une paire de chaussures, c'est-à-dire mes baskets. Ici ça ne sèche pas très vite, donc si je mouille ça, j'ai un problème, parce qu'après je ne peux pas marcher facilement, etc. Donc c'est important quand même, parce qu'on a très peu de bagages, on est quand même fragile par rapport à ça. Et donc j'amène ça, et du coup ça crée un rapport. Je me demande comment d'autres gens vivent d'ailleurs le rapport à la pluie. Pour moi c'est un peu qu'est-ce qui se passe? Il y a une goutte de pluie qui tombe, 2, peut-être 5, et là je sors mes vêtements de pluie et après je les mets. Et j'ai toujours l'impression que dès que je les mets, en fait ça arrête de pleuvoir. Et je me dis, si je l'enlève, je provoque la pluie et la pluie va se remettre à pleuvoir. Et donc souvent, et c'est complètement irrationnel, alors que je suis très rationnel, et là j'ai gardé une sorte de relation irrationnelle avec la pluie. C'est une sorte de biais du cause à effet. De la cause à effet, comme si j'influençais un peu la pluie, ce qui n'est pas du tout vrai. Mais voilà, c'est comme ça que je t'ai sauvé. En fait, Guillaume, tu ne le sais pas, mais c'est parce que comme j'avais mis mon poncho, voilà, ça et moi j'adore le revoir avec son poncho et je me marre. Et j'avais quand même mis mon truc jaune aussi, hein, à ce moment-là. Ouais, tu m'as aidé à dompter la pluie. C'est vrai que par contre, rouler avec un poncho, ça freine pas mal, parce que c'est vrai que tu es comme un camion, quoi, dans le vent. Donc tu attrapes beaucoup de vent. C'est pas très aérodynamique. Donc c'est pas aérodynamique, donc ça c'est un peu dommage. Mais c'est intéressant cette. Et puis après, ça sèche vite, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ensuite, les 2 derniers jours, qu'est-ce qu'on peut dire sur les 2 derniers jours? Retour sur les canaux, retour sur des trajets beaucoup plus calmes. Pour moi, c'était... Les écluses, le passage des écluses. Ouais. Et puis des belles rencontres, des discussions avec d'autres cyclotouristes. Ouais. Deux sœurs, par exemple, une électrique et l'autre pas. Qui était comme nous avec Sébastien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi? Des bateaux dans les canaux, c'était ça qui... en fait, chaque petit détail qui est nouveau, ça change le voyage.
Ceci dit, beaucoup se passe quand même aussi dans la tête. C'est ça que comme Guillaume s'occupait vraiment du pilotage, j'ai vraiment pu me lâcher mon esprit et c'est très agréable quoi, parce qu'en fait tu rêves, tu penses à plein de choses ou tu penses pas. Justement, tu ne fais que apprécier la profondeur des paysages et c'est très agréable parce qu'il y a certains moments où moi j'ai pris les rênes parce que j'avais un téléphone qui n'était pas déchargé, donc c'était moi qui récupérais le GPS et du coup c'est vrai que ça apporte du stress parce que du coup il faut s'occuper de tout ça et faire attention à choisir les bons chemins et quand tu n'as choisi pas le bon chemin tu mets les autres dans la mouise et donc c'était très agréable de pouvoir rouler, de pouvoir te suivre et de rêver librement. Et les paysages, en fait, c'est ça le voyage. En fait, toute la journée, tu traverses un paysage et le voyage, le déplacement devient le voyage. Ce n'est pas des vacances où tu prends un avion ou une voiture ou un train pour aller dans une ville pour visiter telle et telle et telle chose. Non, ton voyage, c'est le déplacement lui-même. Et tu le vis dans ton corps, ce déplacement. Dans tes mollets. Avec la fatigue, en fin de journée, où vraiment, quand tu as roulé quand même 80 km, tu le sens vraiment dans les mollets. Je sais que le premier soir, on a été ensuite manger dans un restaurant vietnamien parce qu'il n'y avait plus rien ouvert. Ouais. J'étais exténué, j'étais fatigué et j'avais même l'estomac noué. Ouais. Et nous deux qui sommes des très gros bouffeurs, ouais. Et ben là, moi, je pouvais rien avaler quoi. J'étais tellement fatigué, je voulais juste m'écrouler sur le sol et dormir. Et en fait, je suis resté là. Ouais. Et puis tu me regardais, tu me disais mais Guillaume, mais mange, prends le temps de manger. Ouais, on s'occupe bien l'un de l'autre, c'est ça qui est. Voilà, on se regardait et j'avais rien envie d'avaler. Et j'ai mis 1 heure à commencer à me décongeler, à me dénouer l'estomac. Et après, j'ai commencé à apprécier de manger. Mais bon sang, ça a été très 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 spécial ça. Le premier jour a été quand même une journée assez longue et j'étais pas mécontent d'arriver. Et j'ai fait des petites accélérations et je voulais voir un peu s'il allait suivre mon grand Hollandais. Et il suivait. Il voulait voir. Ouais, mais tu avais quand même plus de puissance. J'ai senti que il te fallait très peu pour me semer quoi. Donc c'est ça en fait, on s'adapte l'un à l'autre. C'est ça qui est beau quoi. Dans une voiture, il y a une personne qui conduit et puis les autres sont comme des patates, ils discutent, ils regardent leur écran. Bon, moi j'ai caricature un peu. Nous en fait, on est tous les deux on conduit, mais on conduit avec notre corps et on est un peu à la merci de notre corps et à sa puissance, à sa capacité et parfois le corps est vide et parfois il est plein. Je suis même étonné moi-même souvent parfois par la puissance que tout d'un coup le corps peut libérer, par exemple sur ce long chemin. Je crois que c'était quand on allait sur Dijon, on jouait un peu l'un à l'autre, on se doublait à chaque fois comme si on était sur un vélo électrique. Ouais. Et ça n'arrêtait pas quoi. C'était comme si j'avais trouvé un puits, en l'occurrence pas avec du pétrole, mais avec de l'énergie humaine, et ça n'arrêtait pas on se relançait sans cesse, et puis on se taquinait. Une semaine, on commence à se taquiner beaucoup. Voilà. On se taquinait déjà pas mal avant, mais là, on s'est bien taquiné, on s'est bien dit tu peux me suivre, ouais, on va voir. Comment ça là Comment ça, t'as voulu me doubler Sérieux, t'es sérieux là, t'as voulu me doubler, mais tu vas voir. Ouais. Et donc on s'est bien taquiné, on s'est bien charrié. Ouais. Et on recommencera l'année prochaine, n'est-ce pas, mon ami Stan ? Oui, ça c'est... Ouais. Et attends, parce que j'ai pris quelques notes pour... est-ce qu'il y avait encore des choses qui sont intéressantes à dire ? On s'est dit qu'on on a roulé sur l'Eurovélo 6, donc la route de l'Atlantique à la mer Méditerranée, enfin à la mer Noire en l'occurrence. Et on s'est dit qu'on roulerait à nouveau là-dessus parce que Stein aime beaucoup les canaux. Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Oui, et donc voilà. Parce que du coup, ça limite le relief. Ouais. Et l'eau, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Donc en fait, surtout parce qu'il faisait très chaud. Et l'eau a aussi une capacité méditative. Ça t'aide à méditer. C'est un élément qui est comme un miroir et qui je ne sais pas, qui résonne avec moi. Je ne sais pas comment toi tu as vécu ça, mais c'est très reposant. C'est reposant, c'est frais. C'est un miroir d'eau aussi, donc on peut rêver l'eau. Enfin, il y a quelque chose de vraiment apaisant. De rouler le long de l'eau, c'est apaisant. Et te protège aussi, le canot, c'est le contraire d'une autoroute. Quand tu roules à côté d'une route, c'est quand même, il y a le bruit, il y a les gaz, etc. Et là, on était vraiment, en fait, dans une autre France.
on n'était pas dans la France routière. On n'était pas dans la France urbanisée, on n'était pas entre les pierres. Voies navigables de France. Voilà, on était un peu avait comme... des camionnettes VNF, voilà. Parfois qu'on voyait. Voilà, exactement. Voies navigables de France qui entretenaient les écluses, tout ça. Donc on a découvert aussi tout ce système-là. Ouais. Et c'était vraiment les canaux de France qui sont des endroits charmants. Et donc du coup, on s'est dit que, en fait, quand tu roules comme ça sur des canaux, c'est tellement agréable. Et je me pose, en tant que promoteur du vélo, la question pourquoi les routes cyclables en ville ne peuvent pas être aussi agréables que ça. Et je pense que le challenge, c'est vraiment de casser cette dichotomie entre les voies vertes, qui sont un réseau à part juste pour le tourisme, et les pistes cyclables en ville. En fait, les pistes cyclables en ville devraient avoir la même qualité, devraient avoir la même aisance pour te déplacer. Et c'est possible, hein, parce que voilà, la preuve, à Paris, on arrive à faire du vélo aux enfants, parce qu'il y a des pistes cyclables bidirectionnelles. Et c'est un peu ce même réseau. Et c'est ce confort de sortir la civilisation, en fait. Bien sûr, on est toujours dans la civilisation, parce qu'on est dans des terres parfaitement mises en culture, mise en valeur, travaillées, cultivées, etc. C'est un paysage travaillé, quoi. Voilà. Toute la Saône-et-Loire, c'est quand même des terres riches, des terres paysannes riches. Mais c'est vrai que... voilà. Ça me fait penser aussi à une chose. À un moment donné, on était sur une voie verte qui était très jolie en Saône-et-Loire. Ouais. Oui. Et on sortait, on longeait la Saône, c'était la Saône. La Saône, et on monte sur un pont. On quittait donc la voie verte protégée pour aller sur un pont et pour aller donc dans l'Allier, l'autre département, pour récupérer de nouveau la voie verte. Et dès qu'on montait sur le pont, il n'y avait plus rien, aucune protection. Il y avait juste les rebords du pont. Si tu sautes, tu tombes. Ensuite, tu as un mini trottoir qui, en fait, faisait la taille de notre vélo. Donc, même avec une chaise roulante, tu peux à peine rouler dessus. Et la route était, comme souvent en France, juste coupée en deux, c'est-à-dire une ligne au milieu. Et puis, les deux voitures ont chacune une moitié de la chaussée. Et les vélos, pour le vélo, c'était Inch'Allah, débrouillez-vous avec les voitures. Alors, je trouve que c'était une route très fréquentée. C'était une grosse départementale qui traversait ce pont. Et avec notamment des grands camions, parce qu'il y avait beaucoup de camions. Et donc je t'ai filmé pendant que tu roulais avec les camions, et je me suis posé la question, mais pourquoi ce pont est sans aucune protection, alors que cette voie verte était parfaitement... Alors que c'est la voie verte qui débouche sur ce pont, on s'est vraiment demandé pourquoi. Alors, moi, mon analyse de ça, c'est que ils se sont bien occupés, le département en l'occurrence, parce que c'est le département qui manage les voies vertes. En fait, ils sont bien débrouillés pour avoir leur voie verte sympa, mais dès que ça sort de leur département, enfin, plus personne ne regarde. Et là, on voit l'importance des citoyens. Là, c'est aux associations citoyennes, en l'occurrence AF3V, qui est l'association nationale, que j'ai tagué dans un tweet par rapport à ce sujet. Ce sont eux qui traversent les frontières administratives. Cette association s'occupe de l'intendance de ces voies vertes au niveau national. Donc, elle ne va pas dire « Ah, je suis dans un département, donc maintenant, j'oublie tout ce qui est en dehors. » Et donc, je crois que c'est ça qui montre à quel point c'est important d'avoir une bonne communication entre les citoyens et les décideurs. Donc j'espère que mon tweet sera suivi par d'autres tweets pour que ce pont puisse devenir une parfaite continuité de cette magnifique voie verte, parce que ça gâche un peu le plaisir. Et dans ce tweet, en fait, j'ai copié en fait une petite vidéo que j'avais déjà faite aux Pays-Bas dans une même configuration où il y avait un pont de chemin de fer qui allait sur le Waal, la rivière le Waal à Nimègue, où il y avait le même problème. Les vélos ne pouvaient bien sûr pas emprunter ce pont, mais les autorités ont clipsé carrément un pont de 5 mètres de large, en fait une piste cyclable de 5 mètres de large, bidirectionnelle, sur ce pont. Donc c'est parfaitement possible. Si on veut, on peut. Donc ça, c'était... Voilà, j'espère que tous les déplacements qui sont faits, tous les voyages qui sont faits par des gens comme nous, peuvent aussi apporter des témoignages. Donc en fait, faire ce voyage, c'est aussi un petit peu travailler. Parce que voilà, on est en train d'en parler pour vraiment partager cette expérience avec d'autres. Il faut alerter les autorités. Si demain ils vont recevoir beaucoup de coups de fil de citoyens et de cyclotouristes et d'associations qui sont inquiets de ce pont, là les autorités vont réfléchir peut-être à en faire quelque chose, hein, parce qu'il y a plein de possibilités. Ça, c'était pour moi... C'était un peu le boulot quand même, du coup. Oui, c'est important. Hein. Et alors l'eau, c'est très important aussi dans le voyage. Il faut toujours
penser avoir beaucoup d'eau et s'arrêter pour boire, trouver des endroits aussi pour trouver de l'eau. À Meursault, par exemple, il y avait une très belle fontaine, donc j'ai rempli ma gourde. Alors à Meursault, c'était le vignoble. Donc là, on a vu cette très belle voie cyclable entre Meursault et Pommard, donc dans les vignes. Et elle est très très bien aménagée. Là, j'étais très agréablement surpris parce que j'avais vu cette voie cyclable dans le guide et je m'attendais à une route départementale comme c'était marqué voie partagée, je crois. Et en fait, c'était complètement une voie vélo, une voie cyclable 100% vélo, où peut-être des voitures peuvent y aller, mais peut-être seulement des riverains et très peu de trafic. Et c'était très très confortable. Et puis c'était un paysage. Là, tu es vraiment dans la vigne, dans la Côte d'Or. La côte entre Beaune, la côte de Beaune, donc au sud de Beaune. Et donc là, tu as vraiment un paysage incroyable, des vignes que tu sais très riches. Et en plus, là, j'ai fait une petite vidéo parce que du coup, c'était aménagé de façon agréable, donc vous pouvez faire des petits virages. Vous pouvez un peu se faire plaisir en roulant à vélo aussi comme ça. Et j'ai fait une petite vidéo. Et j'avais même Stein qui était loin devant à ce moment-là. C'était pas si souvent que Stein était loin devant. Ah non, c'est vrai. Et donc du coup, je me suis fait plaisir à ce moment-là, à Pommard. À Pommard, il y avait autre chose qu'on a vu, et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est intéressant. C'est le seul endroit où j'ai pu constater que la voie verte sur laquelle nous étions, quand elle croisait une route, qu'elle était prioritaire. Parce que partout en France, j'ai pas vu toute la France, mais la plupart du temps, 99% des cas, quand une piste cyclable ou une voie verte croise une autre route, on considère qu'il faut stopper les piétons et les vélos parce que ce ne sont pas des vrais modes de transport. Il faut d'abord laisser la priorité aux voitures parce qu'ils sont plus importants, plus économiques, plus importants, etc., qui sont considérés comme un voyageur, un usager de la route légitime. Et là, c'était l'inverse. Et donc, on avait dessiné 2 stops pour les voitures et qui s'arrêtaient. Et donc j'ai pu observer ça, j'ai filmé ça, c'est dans mon thread, je voulais vraiment consigner ça. Et donc j'ai pu constater que ça fonctionnait parfaitement. Les voitures s'arrêtaient sagement et pas seulement quand j'étais en train de filmer. Et donc ça veut dire que ça marche. Alors je me suis bien sûr posé la question pourquoi ils ont fait ça, parce que c'est vraiment le seul endroit. Alors j'ai dit dans mon tweet, c'est peut-être parce que le département et Pommard a compris la manne économique des touristes, parce qu'il y en a beaucoup. Moi je pense qu'il y a surtout une autre raison aussi, auquel j'ai pensé plus tard. En fait, cette piste cyclable, cette voie verte, donc déboulait en quelque sorte sur la route juste après une maison. Il y avait une maison qui faisait complètement l'angle de cette voie verte et la route. Et donc, si vous avez des cyclistes qui continuent, ils sont tout de suite en danger, parce qu'ils sont tout de suite happés par les voitures. Et peut-être qu'il y a eu un accident, ou pas, et peut-être que les autorités se sont dit à ce moment-là, bon, là, on va quand même, comme c'est un peu dangereux pour les vélos, on va leur donner la priorité. Et ça devient un magnifique exemple d'un encouragement des déplacements en vélo, et je pense qu'il devrait le faire absolument partout pour vraiment encourager ce mode de déplacement, parce que ça a été pour moi la plus belle étape. L'étape qu'on a fait dans la Côte d'Or, c'était sublime, parce que on était dans les vignes complètement, on était vraiment noyés dans les vignes. Il y avait des raisins absolument à perte de vue, même si en fait la parcelle ne fait que 2 sur 1 kilomètre, j'ai lu sur un panneau, mais visuellement c'était jusqu'à l'horizon. On était un petit bateau, en l'occurrence un petit vélo, mais dans une mer de raisins, quoi. C'était ça qui était vraiment très, très beau. Magnifique. Et cette étape-là, on avait aussi fait un bout de champ. On était dans les champs, dans les animaux. Et encore avant, on était dans les écluses. Au départ de Châlons, on était au début dans les écluses. Et ça a été vraiment une étape avec beaucoup de variétés de paysages. On est arrivé à Céteaux à Beaune. On avait quand même fait une bonne pause pour réserver notre hébergement à Beaune. Ah oui. On avait eu du mal à trouver un bon restaurant où tu m'as invité au restaurant. C'est ça c'est entre nous. Ça c'était un très bon. Et puis aussi le relief dans cette vigne était juste ce qu'il fallait pour accélérer et remonter. Donc c'était comme si ça avait été fait par un designer parfait qui dit en fait la limite de la souffrance devient trop important, donc là il faut pas. C'était juste parfait, comme si ça avait été fait par comme si ça avait été étudié en termes de dénivelé pour se faire plaisir, pas trop
Pas trop dur, quoi. Voilà. Et les villages, bon, ça se sentait que c'était juste tellement beau. Avec les noms des vins, donc les noms qu'on a l'habitude de voir sur les bouteilles, Pommard, Montrachet, Volnay, Puy-Montrachet, c'était tellement Meursault. Beau de voir ça et de savoir que le soir on allait boire une bouteille comme ça. Ça c'était, voilà, tu traverses la terre et tu sais que tu vas goûter le produit qui vient de cette terre le soir même. C'était ça qui... J'étais tellement heureux ce jour-là parce que du coup à Beaune, on s'est fait une visite nocturne de Beaune. On est monté sur les remparts, on a vu les vitrines des magasins, on a vu une ville très agréable, une ville où la circulation des voitures est coupée par endroits, une ville piétonne. Et donc on est resté... on avait bien bu ce soir-là, mais on est resté 1 heure à arpenter la ville, à nous balader. Et moi j'avais envie de rentrer à l'hôtel à un moment donné, mais tu avais envie de te balader, donc du coup on s'est baladé. Et Beaune, c'est très beau, c'est une très jolie ville, Beaune en fait. À couper le souffle, c'était... Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que... souvent, bien sûr, on ne peut pas s'empêcher de parler aux gens de notre passion pour le développement du vélo. Et donc, on a un peu promoteur du vélo à ce moment-là. C'est comme ça, parfois ça prend un peu le dessus, etc. Et voilà, sans déconner, voilà. Et moi, ce qui m'étonne à chaque fois, c'est que la première réaction des gens, c'est quand je leur explique que, en fait, beaucoup de choses sont très mal faites. Pas pour râler, mais vraiment pour leur montrer que là, vous avez des rues qui sont tellement hostiles, alors qu'il y a la place pour le vélo, il y a plein de façons de la rendre beaucoup plus agréable. En fait, ils sont totalement d'accord. Ils disent tout de suite « Ah oui, non, mais vous avez raison. Ah oui, parce qu'en fait, non, il n'y a pas assez de pistes cyclables et tout ça. » Mais ils vont jamais dire « Ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose. » En fait, ils disent « Oui, on est d'accord, mais maintenant, je continue de vivre. » Et après, bon, je ne peux pas leur dire montez une association vélo, voilà, on va s'occuper de tout ça. Donc en fait, là, je sens qu'il y a le travail citoyen, il est énorme pour que les gens prennent conscience de ça et du potentiel d'amélioration qui est gigantesque. Parce que là, on est dans une réunion qui est tellement belle, qui est magique en fait. Moi, j'ai trouvé magique, j'ai vraiment envie de retourner dans cet endroit et qu'il suffit de peu de choses. Par exemple, beaucoup de routes sont à 50 et il y a peut-être un panneau qui dit 50, mais il n'y a rien qui ralentit véritablement les voitures. Parfois, il y a des écluses, donc on a une petite, comment ça s'appelle, un petit morceau de terre pour un rétrécissement qui rétrécit un petit peu la route, où il faut slalomer, mais le vélo ne peut pas continuer. Donc lui, il doit se mélanger avec les voitures, alors que c'est très facile de faire ça. Et ça, Et donc, en fait, je ne suis pas déçu en ces instants-là. Au contraire, je vois qu'ils sont d'accord et qu'il suffit de peu pour leur en parler. Quand on parle de la Convention pour le climat, par exemple, ces 150 personnes qui ont participé à cette expérience, aujourd'hui, ces personnes continuent elles-mêmes cette expérience parce qu'elles ont tellement appris de choses qu'elles se sont dit mais maintenant qu'on sait tout ça, il faut qu'on continue. Et les rencontres qu'on a pu avoir avec des gens me donnent cette même confiance. Quand on en parle, quand on l'explique, quand on le montre avec des images, ils se disent « Ah ben oui, effectivement, vous avez raison ». Et justement, cette inversion de la priorité sur cette voie verte à Pommard, je dis « Attends, mais vous avez la preuve, regardez !» C'est un laboratoire à ciel ouvert, en l'occurrence à vignoble ouvert, utilisez-le quoi. Et en plus, c'est utilisé tous les jours par plein de cyclistes. Et voilà, ce qui m'a marqué, voilà, c'est un peu gore, mais c'est un renard qui a été percuté et que j'ai retrouvé au bord de la route. Voilà, ça m'a vraiment fâché, même si ça peut arriver, parce que voilà, c'est un animal qui traverse, qui ne va pas attendre que les voitures passent. Mais voilà, ça montre que les vitesses sont quand même élevées, parce que c'était dans un endroit où on ne peut pas rouler à 80. Et justement, la semaine avant de partir en voyage, j'avais écouté une interview avec un chef de département, avec un président d'un conseil départemental, j'ai oublié lequel, mais qui disait, et je le cite, nos routes de campagne ils sont faites pour rouler à 90 km/h. Et là, je suis vraiment pas d'accord. Au contraire, ces routes sont pas du tout faites pour ça. Ils sont souvent slalomants, voilà. Et pourquoi encourager à tel point cette vitesse si 60% des trajets en voiture sont inférieurs à 5 km. Voilà. Donc moi, on a vraiment vécu cette expérience pour avoir des idées pour changer ça. Et puis, il faut parler aussi autre chose, les vaches. On vit avec la vache à longueur de journée. Et les vaches, j'adore les vaches, elles ont une tendresse.
qui est tellement grande, qui est tellement belle. En fait, moi j'aime beaucoup les animaux, voilà, j'ai des animaux à la maison et c'est comme des copines, quoi. Quand tu les vois, elles sont tellement douces avec leurs grands yeux. À un moment donné, on a eu quelque chose de très beau. On arrivait devant ce qu'on appelle un passage canadien. En fait, ce sont quelques tubes sur lesquels tu peux rouler avec le vélo, mais le bétail ne peut pas le traverser. Donc c'est une sorte de piège, c'est une sorte de porte virtuelle où le vélo passe, et la voiture aussi, mais pas les animaux. Et donc on est entré dans une réserve avec un panneau qui expliquait. C'est une réserve pastorale, c'est indiqué. Voilà, j'ai fait un tweet à ce sujet. Et donc là, du coup, tu sens que tu rentres un peu dans une zone de rencontre, mais naturelle, où effectivement, on s'est retrouvé en face de tout un troupeau de vaches. Ça, c'était vraiment étonnant marrant. parce qu'on ne s'attendait pas forcément à les avoir vraiment dans le chemin, parce que souvent, moi, les expériences que j'avais de ce genre de choses, c'est qu'on les avait quand même sur les côtés, et là, on les a vraiment eu sur le chemin avec nous. Donc on est passé au travers d'elles presque, et en leur parlant, on les a pas caressées, mais on les a filmées, photographiées, et on était avec elles, et elles n'avaient pas peur de nous. Et moi, la réflexion que je me suis dit, c'est que ça devait bien se passer en général. Ouais. Avec les gens qui passent là à pied ou à vélo, ça se passe bien. Et du coup, les paysans n'ont pas de problème avec ça et n'ont pas envie de les laisser ailleurs. Et ils peuvent voilà, ça se passe très bien. Et donc, la coopération se passe bien, quoi. Donc, comme quoi, la coopération homme-animal peut bien se passer. Parce qu'il y a le respect. Parce qu'en fait, je me souviens quand je m'apprêtais à traverser, j'étais devant à ce moment-là, quand je m'apprêtais à traverser ces vaches, je me suis dit, j'ai pas la certitude de 100% que ça se passe bien. Bien sûr, j'avais pas peur. Mais il y a quand même cette impression d'être un peu dans une safari. Voilà. Et c'est génial. Ça, c'est de retrouver un peu cette vie... cette rencontre avec le règne animal qu'on n'a pas ici, en milieu urbain, entouré avec quelques arbres et beaucoup d'immeubles et tout ça. Ça, c'était une vraiment très très belle expérience. C'est important aussi. C'est vrai que cette semaine de vélo en pleine nature, le nombre d'espèces animales qu'on a vues, de hérons, Ah oui. On a même vu les vaches. Il y avait des oiseaux qui cohabitaient avec les vaches. Et on s'est demandé même s'il n'y avait pas une coopération interanimale. Une symbiose. On a vu évidemment des canards à tire-larigot. Plein d'espèces. On a pu observer des espèces d'oiseaux. On pouvait s'arrêter, observer, s'arrêter, prendre le temps. Par exemple, les oiseaux vivent beaucoup dans les haies. Et aux Pays-Bas, par exemple, il y a une réserve qui est vraiment connue que pour ces haies. C'est-à-dire les champs ne sont pas séparés par du fil barbelé, mais par des haies. Ouais. Et effectivement, souvent, quand on passe juste devant une haie, il y a plein d'oiseaux qui s'échappaient et qui vivaient là-dedans. Donc en fait, tu sens le bourdonnement de vie dans ces haies. C'était ça qui est très... En fait, où que tu regardes, il y a de la vie. C'est ça qui est beau. Ouais. Donc aussi, quand tu t'assois, il y a des fourmis qui peuvent rentrer dans ton pantalon. Voilà, ça aussi, il y a la biodiversité qu'on a complètement éliminée. Il y a des gens qui trouvent ça insupportable, mais nous, on a trouvé ça juste formidable, quoi. On vit avec la nature, quoi. Tout de suite, on est loin de nos centres urbains. Et cette folie, on est vraiment au calme. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est toujours les rencontres avec les cyclistes qui venaient en face. Oui. Quand on s'arrêtait, on leur parlait. Voilà. Et aussi, sans se parler, je veux dire aussi, quand on se croisait, et en fait c'était toujours intéressant d'étudier les salutations des gens. Moi je disais bonjour à quasiment tout le monde. Quand c'est un grand groupe, tu avais inventé une autre technique, parce qu'en fait si tu dis bonjour, quand tu as un groupe de 5 personnes, il faut dire bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, ça faisait un peu long, et donc en fait Guillaume il faisait un petit peu un signe de la main comme une capitaine quand tu salues une capitaine, et ça marchait très bien parce que tout le monde pouvait le voir, donc visuellement c'était très réussi. Donc j'ai utilisé cette technique pour saluer 5 personnes d'un seul coup. C'est efficace et agréable. Et ce qu'on constate aussi, c'est que les coureurs, en général, ou souvent, ils ne te saluent pas en retour, alors que les cyclotouristes, c'est une famille.
moi, ce que j'adore aussi, c'est des familles avec des remorques et des enfants dedans ou des toutous, Oui. des animaux qu'ils amènent vu- avec eux. C'est tellement beau Ouais. de les voir partir avec leur Oui. ménage sur quelques... On a vu toutes sortes d'attelages. Hein. On a vu des gens qui transportent leur vélo, enfin, les sacoches sur le vélo comme nous. Ah oui, C'était la majorité, mais on a vu aussi des remorques, ou des énormes remorques où un type avait peut-être 5 ou 6 sacs de voyage dans sa remorque. Tu te dis, lui, ça pèse lourd son bagage. Et puis on a vu très peu de tandem cette fois-ci. On a vu très peu de tandem, mais beaucoup de remorques effectivement avec des enfants. Parfois le vélo le vélo de l'enfant est accroché au vélo du parent aussi. Donc on a vu vraiment toutes sortes de choses, toutes sortes de façons de voyager en fait. Et puis il y a beaucoup de gens, on se saluait quoi. Les cyclotouristes se saluent et se font des sourires, et parfois, dès qu'on s'arrête, on se met à discuter quoi. Parce que là, les sujets ne manquent pas, les sujets de discussion ne manquent pas. On a vu notamment des gens qui traversaient, sur 3 semaines, ils traversaient toute la Bourgogne, donc ils étaient fraîchement retraités. Et eux, ils nous ont avoué qu'ils avaient envie de faire un tour de France en 3 mois, ou partir vraiment pour 3 mois, s'arrêter 3 mois et faire ça. Et ils étaient d'ailleurs randonneurs camping, donc eux ils avaient vraiment des énormes sacs avec la tente sur leur vélo. Et nous on leur a dit nous on préfère dormir dans un bon lit, et eux ça leur met pas de problème, tu sais, en 3-4 jours on s'habitue, et puis on peut faire 3 mois de camping. Ah ouais, j'ai dit costaud quoi, bravo, parce que ça c'est quand même pas forcément évident. Et puis voilà, très gentil quoi. Et puis ils avaient un truc pour se prendre en selfie là. Ils avaient une canne télescopique pour se prendre en selfie sur les écluses, et puis ils étaient rigolos quoi. C'était monsieur qui parlait, madame qui écoutait, mais c'était très sympa. Donc ouais, le cyclotourisme c'est quelque chose qui est important en France. On en a vu beaucoup sur les canaux, un peu moins sur les petites routes secondaires, mais on a croisé beaucoup de gens. Et malgré le Covid, on a vu beaucoup de gens quand même prendre plaisir à faire ce voyage-là, quoi. Faire ça comme nous, et nous, on s'amusait à imaginer ce qu'ils faisaient, leur voyage, comment ils sont, quel est leur tempérament, parce que juste en 5 secondes, on peut cadrer quelqu'un psychologiquement, on peut imaginer comment il fonctionne. La petite surprise humaine pour chaque fois. Ah oui, voilà. Ça c'était. C'est ça ce que tu n'as pas quand tu es dans une voiture, même sur une aire d'autoroute. Tu fais la queue dans un self. Voilà, tu vois pas les gens. Là, tu vois les gens. Et là, effectivement, il y a ce flottement qu'on crée grâce au vélo, d'ailleurs aussi grâce à la randonnée, que tu n'as pas dans une société motorisée accélérée où on n'a pas temps pour ça, où on a son espace individuel. Là, c'est parce qu'on est dans l'espace public aussi. On est tellement dans l'espace public. Et c'est vrai que quand tu abordes une personne qui est un peu dans la même situation, c'est parfois comme si tu appuyais sur un bouton, il y a toute l'histoire de la personne qui sort. Ouais. Et et puis on a des choses en commun, souvent, ou pas. Et c'est ça qui... Moi, ce qui me plaît beaucoup aussi dans le cyclotourisme, pour moi, c'est juste le deuxième voyage. Hein. Donc, moi, je ne suis pas du tout un vétérinaire, c'est mon deuxième voyage avec Guillaume. La première fois, on a fait la Vélocini, là, c'est autre chose. C'est la légèreté, quoi. On mérite chaque chose, quoi. Le fait d'avoir fait donc 426 km avec notre corps, et d'avoir trouvé en notre corps la force de le faire, sans prendre donc une substance qui s'appelle le pétrole de la terre, et qu'on arrive à extraire avec encore pour l'instant, mais pas pendant longtemps, et je n'ai aucun compte à rendre à qui que ce soit, même s'ils me font un vélo qui a été fabriqué ailleurs aussi, etc. Mais je me sens honnête avec moi-même, je me sens honnête vis-à-vis de l'environnement dans lequel je vis, je me sens donc aussi honnête vis-à-vis des générations futures qui vont vivre et qui vont pouvoir vivre un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font très attention. Et ça fait, pour moi, cette légèreté aussi physique, parce qu'en fait, cette fois-ci, j'ai fait encore plus d'efforts pour amener moins
de choses possibles. Et j'aime bien ce challenge. Qu'est-ce que je peux encore enlever de ma liste? Côté minimaliste. Et encore, On en a beaucoup parlé. je pense que si des vrais minimalistes me regardent, ils vont éclater de rire. Ils vont me trouver mais quand comme un même. camion, quoi. T'emmènes vraiment pas beaucoup de vêtements. moi, j'avais au moins 5 ou 6 t-shirts. Ah oui, alors moi, j'avais 4 t-shirts et toi, t'avais vraiment rien. mon du système, tout. c'est que j'ai 2 t-shirts à manches longues parce que je ne supporte bien le soleil. D'ailleurs, je pense que voilà, il faut pas avoir trop de soleil sur la peau. Et donc, je lave le t-shirt le soir et ensuite, ça, donc je il fait peux des mettre lessives, l'autre et donc ça sèche sur mon vélo le lendemain. Et puis j'ai un t-shirt correct pour sortir au restaurant. Mais c'est tout. Et un pull quand même, mais qui me servait aussi. En fait, l'autre excuse d'amener ce pull, c'est pas seulement pour la chaleur, mais c'est aussi ça me faisait un oreiller. Tu sais, oui. pour la seule nuit de camping, eh ben, j'étais bien content de l'avoir. Mais c'est un peu en termes de... Oui, j'ai vraiment fait un effort, mais c'est vrai que je ne peux pas enlever beaucoup. Mais c'est cette honnêteté. Et en fait, on respire cette honnêteté. On n'est pas en train de brûler des litres d'essence pour aller dans une ville très très loin pour visiter 2-3 trucs. Non, là, Ouais. on était... On a croisé 3 fois des autoroutes quand même. On a croisé des autoroutes et on s'est dit, mais bon sang, mais oh là là. Ah, ça change. Ça fait un choc. Ouais, Le je voulais moment même- où on croise une autoroute, ça fait comme un choc. Tout d'un coup, on voit un autre monde qui s'offre, qui se présente à nous. Et puis on l'oublie très vite parce qu'on traverse le pont et on oublie très vite ce qu'on vient de voir. Mais on se dit quand même, c'est 2 façons de se déplacer très différentes. Et je pense qu'on parle du même moment parce que je crois que c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, la 31, ouais. Ouais, quand effectivement on traverse ce pont, et en fait je voulais le filmer justement. On a peut-être, parce qu'on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'on a eu la même pensée au même moment parce que je voulais le filmer. J'ai trouvé moi-même aussi, là on découvre en discutant. En fait, souvent notre voyage c'est ça. On n'a pas encore discuté de notre voyage d'aujourd'hui par exemple, mais c'est ce qu'on fait. On fait un voyage ensemble et le soir, on échange notre expérience et là, en live, là tu découvres cette expérience que toi, qui t'a marqué, qui m'a marqué aussi, d'être sur ce pont, à vélo, sur une petite route de campagne, qui passait donc sur une grosse autoroute, une 2x4 voies, et le vacarme de cette vacarme que voiture ça fait, et en fait j'avais qui envie est perceptible à des kilomètres à la ronde, Tout à parce fait. que Voilà. on est dans le calme de la campagne et puis on sent qu'il y a une espèce de vacarme de bagnole. Voilà. On en sent aussi quand il y a une route nationale qui passe pas très loin. Et on voit vraiment, et on se dit, les espèces animales qui vivent là, elles ont ce vacarme en fond sonore. Tout le temps. Et tu te dis, mais bon sang, là tu te dis effectivement... Oui, mais en positif, on peut aussi dire, moi j'étais surpris, en fait, ma surprise a commencé quand on a commencé à descendre le pont et quand on s'enfonçait donc de nouveau à la campagne et en fait, genre 50 mètres plus loin, on avait tout oublié. On était complètement au milieu de nulle part, de nouveau dans les champs, comme un être en train de pédaler, sans bruit et tout ça. Et c'est ça que je trouvais beau, que les contrastes peuvent être si saisissants. Et c'est ça qui est beau, quoi. Et du coup, on veut rester le plus longtemps dans cette zone naturelle, quoi. On était un peu dans la France comme une parc naturel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce voyage. Oui, on pourrait en parler pendant des heures, et si des gens, On a vraiment envie que ça donne envie à d'autres personnes de faire le même voyage, quoi. C'est vrai qu'on a très envie que d'autres personnes découvrent ce bonheur, en fait. Et cette façon de voyager où le plaisir, comme tu disais tout à l'heure, le plaisir n'est plus dans le point d'arrivée, le plaisir est dans le voyage et dans la journée passée sur le vélo, peut-être à porter des paysages. Peut-être que pour clôturer, effectivement, je peux leur donner le moment qui a été un déclic pour moi. C'est pas seulement ton invitation qui m'a concrètement fait faire le truc, le test, mais c'est le Festival international du voyage vélo qui se tient chaque année. Je crois que c'est le 3e week-end du mois de janvier, c'est ça, hein, à Vincennes, et c'est là que j'ai vraiment vécu à travers les témoignages des gens dans des montages vidéo qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est là que j'ai vraiment compris la richesse de ces voyages. Donc j'encourage toutes les personnes d'aller à Vincennes pour vivre ces 2 jours de films, de regarder juste quelques films parce qu'on ne peut pas regarder tous les films, il y en a trop. Et là, j'ai vraiment compris que c'était très très beau. Et c'est un bon début parce que tu es assis, tu n'es pas encore en train de peiner. Et c'est un bon début pour découvrir ce type de voyager. Voilà. On recommande. Et voilà. Montez sur un vélo et vous allez voir, vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà pour la phrase pour conclure.